Donc bonjour, il est 13h30, donc je vais lancer le webinaire. Donc on est enregistré et on pourra diffuser cette vidéo après. Donc je suis Philippe Viexorek, je dirige la partie innovation du pôle Minalogic. J'ai le plaisir d'animer ces webinaires tous les premiers vendredis de chaque mois sur le créneau 13h30, 14h30. Ces webinaires effectivement cherchent à mettre quelques éclairages sur l'intelligence artificielle, qui est le buzzword du moment de notre industrie. C'est des choses effectivement qui sont parfois complexes à appréhender, donc ça n'a pas d'autre ambition que d'essayer de décrypter un peu ces choses-là. Ça se réalise en partenariat, effectivement, c'est Minalogic qui est à la manœuvre, mais c'est dans le cadre de l'Institut en intelligence artificielle de Grenoble-Alpes, MIAI, avec le soutien de la région et de l'État, et en partenariat également avec Digital League et Lyon EasyEye, qui sont aux côtés de Minalogic des acteurs qui animent cette thématique dans la région. Je vous remets les différents sujets qu'on a traités ou qu'on a prévu de traiter. Donc effectivement, là, on est sur le 3e. On va parler effectivement d'intelligence artificielle embarquée. Les webinaires précédents ont été mis en ligne, donc on a une playlist sur la chaîne YouTube de Minalogic, et en général on rediffuse effectivement les liens à l'issue des webinaires. Donc si vous n'avez pas pu assister ou si vous voulez partager ces informations avec votre réseau, n'hésitez surtout pas. Vous voyez là les prochains webinaires qu'on va adresser. Donc début janvier, on va s'intéresser à l'apport quantique sur l'intelligence artificielle. Également en février, on s'intéressera à la problématique de comment valider qu'une intelligence se comporte comme il faut. Donc il y a pas mal d'attentes là-dessus. Et puis après, on se concentrera plutôt sur un cycle pour présenter les différentes chaires qui sont dans l'Institut en 3IA, avec plusieurs sujets à la fois techno, donc ça sera plutôt mai, juin, juillet, et puis avec des choses un peu plus transverses autour des considérations éthiques juridiques et également les nouveaux business qu'on peut trouver dans l'IA. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, effectivement, vous pouvez retrouver ces vidéos sur la chaîne YouTube dont le lien est donné là. Et puis, juste pour vous rappeler l'existence d'un portail où je me sens toujours très seul. Donc, le MIAI Innovation Quarterly a pour but de récolter des points de vue, des opinions, des petits articles qui ne sont pas des articles scientifiques, mais plus des articles que tout le monde pourrait écrire, justement sur l'intelligence artificielle, qui peut, effectivement, l'idée c'est qu'on s'éduque collectivement. Donc je publie 2-3 petites choses, mais le but c'est pas le blog de Philippe ou de Minalogic, hein, c'est vraiment le blog de la communauté. Donc je vous engage à me contacter si vous souhaitez publier sur ce site. Et l'idée à terme, c'est qu'on arrive à rayonner un peu plus loin que la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisqu'on a pour ambition de faire une publication des meilleurs articles sur une base alors trimestrielle est peut-être un peu ambitieux, mais en tout cas, c'est ce que suggère le titre MIA Innovation Quarterly. Donc après cette brève introduction, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour ce webinaire IA embarqué, Emmanuel Sabonadière, hein, donc on ne présente plus, directeur du CEA Leti. Donc le CEA est un des acteurs majeurs effectivement sur la microélectronique et évidemment sur l'intelligence artificielle. Et puis également Eric Bessus, qui est PDG de Calray, qui fabrique, il en parlera mieux que moi, des microprocesseurs massivement parallèles et à très faible consommation. Donc l'idée aujourd'hui, c'est effectivement qu'ils puissent vous présenter un peu leur point de vue sur l'évolution de l'intelligence artificielle. Ça, c'est Eric Bessus. Et puis après qu'on puisse effectivement un peu échanger, débattre. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat qu'on pourra reprendre à la fin de la session. Écoutez, bonjour à tous. Avec Eric, on a vraiment un sujet d'importance et merci à Minalogic de nous prêter quelques minutes pour pouvoir en parler. Effectivement, vous parliez de buzzword, je pense que vous faites une erreur fondamentale. Ce n'est pas un buzzword. C'est plutôt une technologie sous-jacente. Comme à une certaine époque, on a vu la technologie de l'électricité arriver, on a vu la vapeur arriver le siècle dernier. L'IA va être véritablement la technologie sous-jacente de ce monde digital dans lequel on est aujourd'hui, et notamment le monde des données. Donc, si je passe au slide suivant.
On a affaire à deux grands sujets aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Le premier grand sujet, c'est un sujet qui nous concerne tous, c'est le réchauffement de la planète. L'électronique aujourd'hui représente en rejet de CO2 à peu près 4% des rejets de CO2 mondial du fait de besoins d'énergie. Et compte tenu de la multiplication des dispositifs connectés que l'on va avoir à horizon 2025-2030, on s'attend à peu près à 60 milliards d'objets connectés, que ce soit des téléphones portables, des voitures connectées, etc. Donc, ça fait à peu près 6 objets connectés par habitant sur cette planète. On voit que la consommation ou la contribution de l'électronique à la croissance de CO2 va être terrible. On parle de plus de 20% des rejets de CO2 de cette époque-là qui seront dus à l'électronique. Donc, il faut absolument faire quelque chose sur la consommation. Or, un des plus gros consommateurs déjà aujourd'hui dans les consommations sur les objets embarqués, c'est l'intelligence artificielle. Donc, vous en avez déjà, hein, Siri de Google et j'en passe, et des meilleurs sont déjà à base d'intelligence embarquée et c'est de l'intelligence souvent guidée, incrémentale. Et on n'est qu'au début de l'histoire. J'ai remis sur ce slide au point où on en est aujourd'hui par rapport à l'intelligence d'une abeille. On commence à avoir des systèmes, c'est les points bleus des processeurs qui sont meilleurs en termes de performance et de capacité d'intégration de l'intelligence artificielle. On est très très loin de ce que l'on a besoin si on veut refaire à peu près ce que fait le cerveau humain. Et par contre, en termes de consommation ou de puissance de calcul sur la consommation, on s'aperçoit qu'on est plutôt sur des courbes du watt. Et il est important qu'on déplace l'ensemble des points bleus plutôt sur des courbes du milliwatt ou de la centaine de milliwatts, si on veut à peu près maintenir notre empreinte carbone à peu près correcte pour l'ensemble de l'électronique. Deuxième sujet qu'a couvert l'intelligence artificielle, et que couvre déjà l'intelligence artificielle et qui est un sujet majeur, c'est le déluge de données. Donc, nous sommes dans un monde où aujourd'hui, naïvement, tous abonnés nos données gratuitement aux grands utilisateurs de l'IA, que sont les GAFAM, entre autres, mais pas uniquement. Et on voit que face à nous, avec la multiplication des objets connectés, il va y avoir une explosion du volume de données transitées. Alors déjà, pour éviter, là encore, des empreintes carbone trop lourdes, il y a des systèmes pour mieux communiquer ces données ou les connaître de manière plus efficace, qui sont la 5G, la 6G, mais ça, c'est tout avec le lien avec le cloud. Mais de plus en plus, et on s'aperçoit qu'en Europe, on a commencé les choses beaucoup plus tôt, les industriels veulent, ou les citoyens veulent garder leurs données pour eux-mêmes. Donc, et garder sa donnée pour eux-mêmes, c'est garder la donnée là où elle est générée. Et là où elle est générée, c'est votre téléphone portable, c'est la voiture que vous allez conduire demain qui est connectée, ou ça peut être la machine de production qui génère ses propres données. Donc, l'Europe a pris beaucoup d'avance sur cette notion de données et gestion de la donnée et avoir des lois qui permettent de mieux maîtriser la propriété de la donnée, c'est ce qu'on appelle la RGPD. Et dans ce contexte-là, vous voyez bien que l'IA, qui a été beaucoup développée dans le cloud, va devoir migrer du cloud vers les objets connectés à très faible consommation pour pouvoir être appliquée. Et c'est ce que l'on appelle l'intelligence artificielle embarquée. Alors avec Eric, on n'est pas le seul, on participe actuellement à un plan d'accélération sur l'intelligence artificielle embarquée qui est guidé par l'État français dans le cadre des plans de relance. On travaille également au niveau européen avec les grands acteurs européens à là encore avoir des plans de relance ou des plans d'accélération sur l'intelligence artificielle embarquée. Et ce qui nous paraît très très important, c'est qu'au niveau régional, au niveau local, au niveau de notre écosystème rhône-alpin, nous soyons aussi très présents dans la manière dont on peut appliquer l'intelligence artificielle demain dans vos machines, puisque ça sera une grande source de compétitivité. Eric vous présentera un petit peu ce qui est fait au niveau des processeurs et des processeurs de calcul. Pour ma part, je vais vous donner un petit peu les grands défis sur lesquels nous travaillons au niveau du LETI. Donc, l'intelligence artificielle, c'est quoi? D'abord, coupons quelques mythes. En jamais et au grand jamais, l'intelligence artificielle telle qu'on la voit aujourd'hui pourra remplacer l'humain. L'humain a de multiples intelligences. Il y a de l'intelligence émotionnelle, il y a de l'intelligence d'anticipation, il y a de l'intuition, il y a de l'intelligence de déduction, il y a de l'intelligence rationnelle. Probablement, l'intelligence artificielle va nous aider à couvrir
l'intelligence rationnelle, être mieux doté pour mieux analyser à partir d'un grand volume de données comment les connecter entre eux et comment les faire travailler entre eux et comment en déduire des actions. Mais totalement, l'IA aujourd'hui est totalement incapable de faire de l'intuition ou de faire de l'anticipation ou du jugement sur un certain nombre de données. Le défi qu'on a en électronique ou en microélectronique, c'est de reproduire déjà la base de l'IA qui est le neurone. Donc, le neurone, c'est simplement un transmetteur, ça ressemble beaucoup à un transistor qui fait passer, vous ne pouvez pas passer de l'information, mais la différence d'un transistor, il n'est pas que marche arrêt, il a aussi cette capacité d'aller recréer des connexions supplémentaires ou dit d'une autre façon, si je fais un peu de statistiques, de donner des poids relatifs aux différentes informations pour qu'en fonction des poids relatifs, une fonction soit en mesure de décider ou de ne pas décider. C'est le petit graphique que je mets sur la théorie. Quand on essaye de retraduire ça dans le hardware, on touche plusieurs aspects. On touche l'aspect du CMOS, du calcul pur. Là encore, Eric en parlera puisqu'il y a différentes stratégies. Je parlerai d'une stratégie, Calray est une autre stratégie. Il y a l'aspect des mémoires, puisque les poids relatifs et les connexions se retrouveront dans les réseaux neuronaux qui sont en fait des réseaux de mémoire. Et que pour créer la donnée elle-même, il y a le capteur, ce qu'on appelle le sensor, dont on a besoin. Et enfin, pour intégrer tout ça, il faut des outils d'intégration et de design et enfin du software qui va donner un petit peu la manière dont on intègre cette intelligence artificielle. Je suis vraiment désolé, mes slides sont en anglais et c'est à force de souvent le présenter dans le monde anglo-saxon que je les ai laissés en anglais. Vraiment désolé. Donc, sur la partie du calcul, sur la partie alors, ce que l'on va essayer de faire, si je reviens une seconde sur le transparent précédent, et c'est tout l'enjeu de l'IA embarquée, l'idée est de pouvoir mieux connecter entre eux pour retrouver cette notion de neurone, l'aspect du calcul pur, du CMOS, contre l'aspect des réseaux neuronaux. Donc, ce qu'on va essayer, c'est de mettre un peu plus de puissance dans les réseaux neuronaux pour délester un peu le calcul pur, pour justement essayer d'alléger la consommation et l'ultra basse consommation. Est-ce que vous pouvez me faire avancer là, le slide numéro 6? J'ai un petit retard. Voilà. Donc, pour rentrer un petit peu et mina logique, on essaie de vous donner le plus de la microélectronique que nous faisons. Donc, aujourd'hui, on parle beaucoup de nœuds. Donc, les nœuds, c'est finalement la taille de gravure que l'on fait pour déplacer des transistors. Il y a deux grandes stratégies dans la microélectronique, soit des nœuds de type FSOI, qui est une stratégie souveraine que l'on a en France, qui a été développée notamment autour de Soitec et de ST Microélectronique. Et donc, là, on est dans des niveaux de nœuds type 28 et on voit que pour aller demain vers de l'intelligence artificielle très agressive, il nous faudra aller probablement vers des nœuds de type 10 nano pour pouvoir supporter cette technologie et supporter les calculs. En face de ça, Eric y reviendra, il y a d'autres stratégies, notamment à base du FinFET, où on cherche plutôt du calcul brut, du volume de calcul très important. Et là, on peut avoir encore différentes stratégies, soit faire des processeurs ultimes sur le calcul brut, soit faire des processeurs many-core qui ont cette fois la puissance de pouvoir aussi se combiner en fonction du volume de calcul qu'il y aura à faire. Transparent suivant. Voilà, et donc l'autre gros enjeu, c'est l'enjeu des mémoires, donc les réseaux neuronaux. Pour les réseaux neuronaux, là, nous sommes réellement là où c'est rééquipé le Leti il y a quelques années. Donc, nous avons fait un très gros investissement de plus d'une centaine de millions d'euros au Leti pour pouvoir avoir des gravures très, très avancées, des machines de gravure très avancées, puisque l'on cherche des points mémoire très, très fins. Et ces points mémoire vont nous permettre de pouvoir stocker de la donnée très proche du CMOS, le plus proche possible du CMOS, avec des conditions de consommation ultra fines. On parle de l'ordre de moins d'1 picojoule par événement synaptique pour des réseaux de 130 000 neurones. Pour vous donner simplement un exemple, quand le Blue North qui a été fait,
qui est le jeu d'AlphaGo par IBM, on était de l'ordre de 60 000 neurones et chacun avait des consommations au-delà des 2 picojoules par événement synaptique. Et vous voyez, c'était il y a encore que quelques années. Donc, le domaine ici avance très, très vite et il y a des gros enjeux aujourd'hui autour, effectivement, de ces mémoires. Le défi que l'on a derrière, c'est le stacking de l'ensemble, c'est-à-dire pouvoir superposer du computing avec des notions de mémoire et au-delà des mémoires, mettre des capteurs. Donc, nous travaillons aujourd'hui sur des capteurs très avancés qui sont très souvent des capteurs matriciels qui vont venir au-dessus des réseaux neuronaux et qui viennent eux-mêmes au-dessus des CMOS. Et ces capteurs vont faire 2 choses. Un, ils vont créer la donnée, c'est-à-dire qu'ils vont voir, entendre, sentir, et à partir de là, transformer de la donnée physique en de la donnée logique qu'on va redescendre à travers les capteurs, et qu'après, qu'on va traiter dans les réseaux neuronaux et le CMOS. Mais également, ils vont pouvoir se réveiller au moment utile pour essayer d'avoir des consommations minimales. Par exemple, le jeu le Smart Retina que vous avez devant vous, c'est un capteur que l'on met qui est inactif les 3/4 du temps. Et quand vous faites passer, par exemple, une balle de ping-pong que vous laissez tomber devant le capteur, il est capable de se réveiller, d'analyser ce qui passe devant le capteur, par exemple la balle de ping-pong, de savoir que c'est une balle de ping-pong grâce à son système de reconnaissance d'intelligence artificielle et de calculer à la fois la vitesse de la balle et à quelle vitesse et à quel moment elle percutera le sol avec directement la partie du CMOS. Donc, il y a des fois de reconnaissance, d'allumage, etc. Quand on fait des anticipations comme ça, vous comprenez que sur une machine-outil demain, quand vous mettez un tel capteur devant une machine de production, il pourra effectivement détecter ce qui sort de la machine à très fort flux, par exemple, mais également comment se réveiller exactement à quel moment des pièces à défaut vont passer ou vont pas passer, les traiter et pouvoir, par anticipation, savoir si la machine est en son état normal de régulation ou pas, ou si on peut déjà anticiper des défauts à venir ultérieurs sur cette machine-là. C'est exactement ce genre de choses prédictives que l'IA va permettre effectivement d'anticiper demain. De la même façon, sur des imageurs que l'on met sur des téléphones portables, c'est ce genre de capteur qui va être capable de détecter en fonction des profils de face, les faces de personnes que vous voulez reconnaître ou pas reconnaître dans votre environnement proche qui sera lié à votre propre portable, donc c'est votre donnée personnelle, de se réveiller pour savoir si la personne que vous êtes en train de regarder ou en train de filmer est effectivement la personne que vous pensiez filmer. Donc ça peut faire aussi des notions d'organes de sécurité, par exemple pour un téléphone portable. Voilà. Derrière ça, pour permettre l'arrivée de toutes ces parties sur le marché, il faut pouvoir programmer de l'intelligence artificielle. Donc, j'ai très, très souvent la demande en disant, écoutez, on comprend bien vos processeurs très avancés. Il y a des processeurs qu'on trouve déjà sur le marché, par exemple ceux de Calray ou ceux de ST. Mais néanmoins, comment nous, industriels, pouvons-nous programmer ça? Donc, il existe des environnements de programmation que nous avons développés, notamment avec ST, pour pouvoir porter des algorithmes d'intelligence artificielle proches de ces machines et ces objets de programmation sont totalement conformes avec les outils de programmation dont on entend beaucoup parler dans le monde de l'intelligence artificielle, que peuvent être Coffee, PyTorch ou bien évidemment TensorFlow. Voilà. Donc, pour ne pas faire trop long, non, ce n'est pas un buzzword et on va attendre ce qui se passe. Je pense qu'il faut être proactif dans le monde de l'intelligence artificielle embarquée. Oui, il y a déjà des processeurs sur le marché qui fonctionnent avec des performances qui sont très variables. Oui, devant nous, on voit arriver un grand nombre de processeurs face à la demande qui est en train de surgir. Vous voyez, beaucoup sont américains, beaucoup sont chinois, certains sont français et vont répondre en fonction de leur consommation propre à différentes applications de l'intelligence artificielle. Ça peut être des intelligences sur des clouds pour avoir des meilleurs degrés de connectivité, et c'est des clouds locaux. Ça peut être évidemment sur la voiture, et donc là, il y a beaucoup aujourd'hui de programmes qui tournent déjà sur le thème de la conduite et de l'aide à la conduite. Ça peut être évidemment dans les téléphones portables. Sachez qu'aujourd'hui, déjà, les téléphones
Nous avons apparemment un problème de son avec Emmanuel. Oui, j'ai l'impression qu'on a perdu Emmanuel, oui. Oui. La connexion n'est pas très stable apparemment. Emmanuel, je ne sais pas si vous nous entendez. Peut-être Philippe, je t'invite à passer à la présentation on va peut-être enchaîner en espérant qu'Emmanuel nous rejoigne. Donc effectivement, si tu veux, Nathalie, projeter la présentation d'Eric. Donc merci Emmanuel, même s'il ne nous entend probablement pas, pour cet éclairage. Juste une petite clarification, parce que je vois qu'effectivement Emmanuel a bloqué sur mon terme buzzword. Buzzword, pour moi, c'est pas négatif du tout, hein, c'est juste quelque chose qui attire l'intérêt mondial sur un sujet. Il y a quelques années, je disais que le buzzword, c'était l'IoT, l'Internet of Things. Quelques années avant, c'était le big data, et donc c'est pas du tout péjoratif, bien au contraire. Eric, si tu veux enchaîner, je te remercie. Oui, bien sûr. Écoutez, bonjour à tous et merci à la fois pour Ménalogique de nous recevoir et à vous pour participer et pour prendre le temps de nous écouter. Mais écoutez, je vais effectivement essayer de prolonger un petit peu ce qu'a expliqué Emmanuel, qui est très intéressant, où on vous donne un petit cas concret de qu'est-ce que ça veut dire en termes de possibilités d'implémentation dans un processeur. Quels marchés sont visés et puis quelles sont un petit peu les spécificités par rapport à peut-être ce que vous connaissez. Alors, en cadré, si vous ne connaissez pas la société, je vous engage à aller regarder la petite vidéo en 2 minutes qui vous dit un petit peu ce qu'on fait. Mais en quelques mots, donc une société qui développons des processeurs. Alors, vous allez voir, on appelle ça des processeurs intelligents. Alors, bien sûr, là, on peut vraiment dire que c'est du buzzword, mais je vais vous expliquer en quoi ils sont différents et qui visent un marché. Alors, nous, on appelle ce marché système intelligent. Je vais expliquer un petit peu ce que sont les systèmes intelligents. Qui est pour moi une famille du edge computing. Voilà, edge computing, c'est, comme l'a expliqué Emmanuel, c'est un besoin, bien sûr, qui va exploser dans les années qui viennent, je dirais, pour simplifier, de cruncher les données dès qu'elles sont générées. Et une manière de les cruncher, c'est pour fabriquer un système intelligent, et c'est sur ça que se positionne Kalray, et je vais expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on entend par là. Alors sinon, en quelques mots, Kalray, on est je dirais, l'archétype de la société grenobloise /CEA, spin-off du CEA dans les années, il y a à peu près une dizaine d'années, avec une belle deep tech, parce qu'une architecture, vous allez voir, qui est très, très différente de manière de structurer un processeur. On parle de deep tech, donc c'est pas trivial pour passer d'une technologie à un produit. On a investi à peu près 85 millions d'euros. Par contre, aujourd'hui, on a vraiment un processeur qui est mature, qui est industrialisable, qui est utilisé par les clients et qui, bien sûr, est breveté par pas mal d'innovations. Donc, centaines de personnes, essentiellement à Grenoble. On a listé la société sur Euronext Growth il y a à peu près 2 ans, l'idée étant bien sûr de continuer à pouvoir investir et développer à la fois notre technologie et notre business. On a eu la chance de faire une très belle levée, puisqu'on a levé plus de 50 millions d'euros. C'est la plus grosse levée de Euronext Growth depuis sa création. Et on a aussi la chance d'avoir des investisseurs qui sont aussi des gros industriels connus. Alors, c'est une chance, pourquoi? Parce que ça nous amène à la fois de la crédibilité. Ce sont des gens qui ont passé pas mal de temps à secouer la technologie et s'ils sont venus au capital de notre société, c'est parce qu'ils se disent que cette technologie est quand même assez pertinente. Et l'autre raison, c'est que bien sûr, ça nous permet d'avoir encore plus de liens pour travailler avec eux. Des gens comme Renault, comme Safran, et plus dernièrement NXP qui nous a rejoint il y a quelques mois et qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, un des plus gros semi-conducteurs au monde, en particulier dans le monde de l'automobile. Voilà, alors je ne vais pas passer trop de temps sur Kalray, l'idée c'est de vous expliquer un petit peu plus, nous, comment on voit cette évolution de l'intelligence dans l'embarqué, et en vous partageant un petit peu moi, ma vision de qu'est-ce qu'un système intelligent et à quoi ça sert. Alors, il y a un exemple de système intelligent qui est assez emblématique, c'est l'exemple de la voiture autonome. Même si vous allez voir, il y a plein d'autres exemples qui vont être industrialisés encore plus vite. Et cet exemple-là, d'ailleurs, ça c'est l'exemple que vous voyez, ça s'appelle Symbiote, c'est un prototype car qu'a développé Renault avec dans le coffre quelques cartes de Kalray. Vous pouvez sur YouTube, vous verrez des belles vidéos. Alors, qu'est-ce que c'est une voiture autonome, quelque part? Pour simplifier, bien sûr, je vulgarise. On peut voir ça comme une voiture normale qui est bardée de capteurs. Alors, ces capteurs, ça peut être des radars, ça peut être des lidars, des caméras. Et ces capteurs, ils vont être plus ou moins intelligents. On va déjà mettre un petit peu d'intelligence dans ces capteurs. Mais in fine, ils vont surtout générer un énorme flot de données qu'il va falloir en fait analyser. Et il va falloir les analyser de manière complètement temps réel. Pourquoi? Parce que là, on est en train de faire un système qui doit prendre des décisions. Donc, pour un système intelligent, c'est quoi? C'est un système qui est capable d'analyser son environnement en temps réel, souvent d'extraire d'une information brute de l'information utilisable.
Typiquement, dans une voiture autonome, c'est sûr que si la caméra elle filme la route, en soi, c'est pas très intéressant. Ce que l'on veut, c'est en temps réel en extraire de l'information pertinente. C'est quoi cette information pertinente? C'est j'ai un signal, j'ai un panneau de détection, j'ai un feu, j'ai un piéton qui va traverser. Voilà, ce genre d'informations qui ensuite vont être utilisées pour contrôler le véhicule, pour prendre des décisions. Et c'est à ça que sert ce type de processeur. Et cette application, en fait, comme vous allez le voir dans le reste de ma présentation, a une des problématiques très spécifiques, très différentes de ce qu'on peut avoir dans un ordinateur ou dans d'autres types d'applications. Le premier problématique, c'est bien sûr vous avez ce flot de données monstrueux qu'il faut gérer. Et il faut les gérer souvent en tournant, non pas un, mais plein d'algorithmes en parallèle, souvent d'intelligence artificielle, mais pas que. Parce que quand on est au volant d'une voiture, en fait, notre cerveau, il fait plein de choses en parallèle. Et donc, il faut arriver, et ça, l'industrie ne sait pas trop faire, faire plein de choses en parallèle. Les processeurs de votre ordinateur, on croit que c'est des choses en parallèle, mais ils les font à tour de rôle. Donc, il faut arriver à faire tout ça en parallèle, avec en plus une contrainte, c'est d'autant plus pour les voitures autonomes, c'est une contrainte de sûreté. C'est-à-dire qu'il faut être sûr que s'il y a une fonctionnalité qui ne marche pas comme on le voudrait, cette fonctionnalité ne va pas embêter les autres et vous allez continuer tout de même à pouvoir avoir les informations fournies par les autres parties de votre système pour pouvoir une prise de décision qui soit peut-être dégradée par rapport à toutes les informations dont vous aviez besoin, mais qui soit suffisante en tout cas pour assurer la sûreté de la personne. Donc, ce sont ces genres de processeurs qui sont très, très différents des processeurs classiques, comme je l'ai expliqué, et qui ont cette capacité d'analyser à la volée de l'information brute en parallèle, en prenant des décisions le plus rapidement possible. Alors, si on regarde donc ce marché dont je vais pas reprendre ce qu'a déjà dit Emmanuel, mais c'est évident qu'on voit que c'est un besoin monstrueux. Donc, j'ai utilisé le besoin de la voiture. Je prends maintenant un exemple, l'exemple de la Smart City. Analyser les flux de voitures, par exemple, pour contrôler les feux de signalisation. Bon, on comprend bien que ça ne sert à rien de filmer une route, de voir les voitures et d'enregistrer ça si ce n'est pas géré en temps réel, parce que les feux, ça n'a d'intérêt que si on contrôle les feux tout de suite. Plus généralement, et je vais vous montrer d'autres exemples, il y a un rapport de Cisco très intéressant qui en gros fait une étude et qui montre que sur l'information qui est générée par notre société, il y a de plus en plus de données, en particulier du fait de nos usages, mais aussi de technologies type l'IoT, la 5G. En fait, plus de 75% de cette information n'a de sens que si on la traite tout de suite. Le reste, en fait, uniquement une partie de cette information est pertinente à être envoyée au niveau du cloud pour en faire quelque chose. Et une des raisons principales, Emmanuel l'a expliqué pour des raisons d'intégrité ou d'accès aux données, c'est une des raisons pour laquelle, effectivement, de faire cette analyse rapidement sur un flot de données en temps réel est important. Mais je dirais la raison principale, c'est plutôt une notion de latence. C'est-à-dire, on n'a pas le temps d'aller demander au cloud qu'est-ce qu'il en pense, de lui transmettre tout ce flot d'informations, de le laisser analyser et de revenir. Il y a tout ce flot d'informations à transmettre, et bien sûr, comme c'est un gros flot d'informations, ça pourrait prendre énormément de temps. Et la réponse, bien sûr, va prendre beaucoup de temps. Donc, on imagine bien qu'une voiture, il y a eu bien sûr plein de tentatives de dire bon, on pourrait faire plein de choses avec le cloud. Et ça sera bien sûr l'essentiel du processing se fera en local au niveau de la voiture, bien sûr assisté éventuellement par des aides et des informations provenant, typiquement comme le GPS, provenant du cloud. Donc, un gros besoin d'analyser à la volée ce gros flot d'informations. Et ce qui est intéressant, c'est si on regarde un petit peu l'historique des processeurs, on est à l'aube d'une troisième vague. Et c'est pour ça, je pense qu'Emmanuel a insisté sur le fait que ce n'était pas un buzzword, mais dans le sens, effectivement, que ce n'était pas une mode et que ça allait disparaître dans les quelques mois qui viennent. C'est un buzzword parce que ça correspond vraiment à une évolution majeure de la manière dont vont être construits les systèmes et qui correspond à une extrapolation de notre société digitale. C'est juste, on continue à digitaliser, et comme on digitalise, à un moment, ces informations, bien sûr, très très vite, il faut les analyser pour en faire quelque chose. Alors pourquoi c'est une troisième vague? Si on regarde la première vague, elle est évidente, c'était la vague des ordinateurs de bureau, avec des gens comme Intel, bien sûr, qui aujourd'hui sont les leaders de ce marché-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une deuxième vague d'un nouveau type de processeur qui correspondait à un deuxième usage, un usage différent, qui était la vague des smartphones. Et ce qui est intéressant, ça va vous expliquer un petit peu pourquoi il y a tout ce buzz justement sur ces nouvelles générations de processeurs, c'est que si vous regardez des gens comme Intel,
qui était déjà dans les années 90 un acteur majeur du monde des semi-conducteurs. Intel, bien sûr, c'est pas tourner les pouces, c'est dit, j'irais bien faire des smartphones quand même, parce que c'est un marché qui est super intéressant, sachant qu'en plus, cette époque, ils avaient une grosse peur, c'est de voir que le marché des ordinateurs diminue. Donc, ils ont investi des milliards et des cents, ils ont racheté des sociétés. Conclusion, aujourd'hui, part d'Intel sur le marché des smartphones, c'est simple, c'est 0%. Pourquoi? Parce que c'est des technologies complètement différentes. Un ordinateur, c'est pas un smartphone. Du coup, ce sont d'autres acteurs qui ont réussi, qui sont les leaders aujourd'hui. Ce sont des gens comme ARM, c'est des gens comme Qualcomm, c'est des gens comme Samsung. Et ce qui est intéressant de se rappeler, si vous êtes aussi âgé que moi et que vous êtes dans ces années-là, vous apercevez que ces sociétés, en fait, c'était des petites sociétés dans les années 90. ARM, moi je travaillais avec eux quand j'étais chez Texas Instruments, c'est une société de 30 personnes. Donc, vous voyez, c'est donc des acteurs parce qu'il y avait un nouveau besoin. Et ils sont arrivés avec de nouvelles approches, de nouvelles technologies. Voilà. Et donc, on a ce nouveau marché, ce marché des systèmes intelligents, avec cette capacité, ces processeurs-là, d'analyser les données à la volée. Et ces processeurs, on va les retrouver dans plein de pans de l'industrie, parce que bien sûr, ce besoin-là est un besoin très important. Dans les data centers, bien sûr, parce que les data centers, il y a bien sûr un flot énorme de données qui transitent d'un data center à un autre. Donc, il va falloir analyser très souvent, rajouter des protocoles, faire plein de choses sur ces données-là en temps réel, parce que la latence est cruciale. On a parlé de la voiture autonome, de la voiture de manière générale. On comprend bien que dans l'aéronautique, dans la défense, c'est bien sûr des applications qui nécessitent ce type de processeurs. Je vais mentionner deux autres cas et deux autres industries qui sont vraiment intéressantes aussi, qui sont très friandes de ces applications et de ces technologies. Une première qui est l'industrie 4.0 ou l'industrie du futur. Et ça, c'est un sujet qui est passionnant avec cette velléité des pays occidentaux de rapatrier des usines sur notre territoire. Et pourquoi il y a besoin de cette industrie 4.0? Parce qu'on sait très bien que les industries, si elles sont rapatriées, il va falloir qu'elles travaillent et qu'elles marchent différemment. Il va falloir en particulier qu'il y ait beaucoup moins de besoins en termes de main-d'œuvre. Et ça passera par des robots, mais surtout par des moyens d'analyser en temps réel la production. Aujourd'hui, tout ce qui est defect detection, c'est-à-dire détection de défauts, c'est une des parts prédominantes de l'utilisation de l'humain dans les usines. Donc là, il y a un gros champ d'application pour tous ces systèmes embarqués intelligents. L'autre point, c'est la 5G. La 5G aussi met en place et va déployer en fait ce qu'on appelle des mini data centers dans le edge. Ils vont devoir en fait traiter toutes ces données très rapidement à des faibles latences. Et donc, on a besoin de ce type de processeurs justement pour permettre ces usages nouveaux dans le contexte de la 5G. Voilà. Donc, un sujet de société avec toutes ces données qui sont générées, un besoin différent, un besoin d'architecture différent, et bien sûr c'est une mine de réflexion, c'est une mine pour nous, pour les chercheurs, pour les ingénieurs. Et Emmanuel a listé quelques sujets. Et bien sûr, le monde entier travaille sur différents sujets pour améliorer, pour fournir des solutions à toutes ces problématiques. Alors, si j'ai pris un petit exemple pour vous expliquer un petit peu comment ça marche, et vous allez être très concret sur en quoi le processeur carré est très différent des autres et comment ça marche le processeur carré. Donc, j'ai pris l'exemple d'une inspection visuelle. Donc, vous avez en gros un flot de caméra qui analyse une chaîne de production. Et vous avez quelques données. Vous voyez le nombre aujourd'hui de personnes qui sont dans ces usines pour inspecter la chaîne de production. Il y a bien sûr des notions de temps réel, de latence, d'analyse très fine. Et en particulier, nous, on a des gens avec qui on travaille, qui sont dans le monde des semi-conducteurs et qui font des systèmes pour analyser, pour détecter les défauts dans les chaînes de production. Donc, on comprend bien que c'est un vrai sujet très important, pas facile. Et aujourd'hui, en fait, traditionnellement, on utilisait des DSP. Et on a un besoin de performance, on a besoin d'intégrer de l'intelligence artificielle dans tous les algorithmes pour être de plus en plus efficace. Alors, si on regarde un petit peu, si on fait un petit zoom sur le système, comment ça marche, encore une fois, bien sûr, m'excuserez, je simplifie à outrance, mais on voit que ce n'est pas juste de l'AI. En fait, c'est un système intelligent et c'est pour ça que nous, on préfère utiliser ce terme. Et ce système, il fait quoi? Il a plusieurs fonctionnalités, tout comme notre cerveau. Hein. Il y a une fonctionnalité d'acquisition des informations et d'envoi de ces informations à des organes qui vont être dédiés pour les traiter.
Il y a ensuite souvent du pré-processing, parce que en fait, ces informations, souvent, elles sont brutes. Il va falloir essayer de les pré-mâcher pour qu'elles puissent être utilisables. Et ce pré-mâchage va être très important parce que il y a un petit peu des approches. Il y a encore 4-5 ans, il y a des approches même, qui voyaient une voiture, bon, c'est pas grave, on fait comme si c'était un gros cerveau, on va avoir 10 milliards de tops, et puis après, on va donner toutes les informations, tous les stimuli, il va se débrouiller. Bon, on revient complètement à cette approche-là, elle est beaucoup trop gourmande, on est loin, et en plus, c'est complètement impossible de le certifier. Donc aujourd'hui, l'industrie a une approche qui est beaucoup plus de composer en fait un système compliqué, de le splitter en petits bouts intelligents, et puis après de coordonner cette intelligence pour arriver à une intelligence collective, une intelligence du système. Donc du coup, le pré-processing est très important pour ensuite injecter une information auprès de différents algorithmes de deep learning, de convolution. Et ensuite, on va bien sûr analyser les sorties et contrôler tout ça avec aussi des problématiques de contrôler quand même, d'avoir des garde-fous. Je crois qu'il y a un sujet qui va dans des prochaines séances sur le contrôle, le test, la validation d'algorithmes à base d'intelligence artificielle. C'est un vrai sujet, d'autant plus pertinent que vous avez des systèmes critiques comme une voiture ou comme un avion. Alors, comment ça marche dans le cas de Calais? En fait, on a une technologie sur laquelle nous, on a insisté, plutôt que de faire comme la plupart de l'industrie, se faire des gros processeurs qui vont essayer d'être très, très efficaces en termes de performance, mais qui vont être très compliqués, en fait. Notre approche, c'est ce qu'on appelle une approche mini-cœur, c'est-à-dire de faire des petits cœurs qui restent programmables de manière classique, mais de les structurer de manière à ce qu'on puisse en mettre autant qu'on veut, et surtout de pouvoir garantir que ces cœurs, ils vont avoir accès à des données de manière très facile. Ils vont pouvoir s'échanger des données de manière très facile. Et là, on retrouve le besoin de partager des données, d'analyser des données de manière très rapide. On a une architecture, en fait, c'est amusant, qui est très proche, et c'est pas pour rien que ça a été développé par le CEA, très proche d'un supercalculateur. Le but d'un supercalculateur, quelque part, c'est d'agréger un certain nombre d'ordinateurs pour en faire une grappe. Cette grappe, elle travaille de manière très efficace entre elles. Et puis après, elle a des moyens très efficaces de communiquer avec le reste du système et les autres grappes et de partager les informations. Et donc, on retrouve un petit peu ce type d'architecture. Et ce type d'architecture a la particularité, bien sûr, c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle de l'isolation spatiale, c'est-à-dire de pouvoir répartir, selon les fonctionnalités, un certain nombre de cœurs, selon le besoin en performance, c'est complètement flexible. Et du coup, on peut mettre plus ou moins de cœurs à droite, plus ou moins de cœurs à gauche pour faire plus ou moins d'AI, pour faire plus ou moins de contrôle, de vidéo processing. Et ça permet comme ça d'avoir un système très flexible, très efficace pour implémenter son système, tout en ayant des manières de programmer complètement classiques, on pourra tourner des operating systems comme des Linux, etc. C'est ce qu'on appelle le processing hétérogène, et on a une architecture qui est vraiment pertinente pour ce type de processing, qui est vraiment au cœur de l'intelligence embarquée et de ces systèmes intelligents. Alors, pour ceux qui sont un petit peu techniques, je fais un petit zoom rapide sur c'est quoi une puce de Calais. Donc vous voyez, en fait, c'est une puce qui a… donc là, on parle vraiment de systèmes intelligents dans le sens que ce sont des puces quand même qui ont des puissances de calcul assez élevées, hein. On parle de consommation de 10-20 watts et de puissance de calcul qui sont de plusieurs teraops, hein. Donc c'est à comparer à ce qu'on appelle les smart sensors, qui sont plutôt les petits appareils qui vont avoir de l'intelligence. Là, on est plutôt dans des centaines de milliwatts et plutôt des DEGOPS. Voilà. Et donc ça, c'est effectivement, on est un des rares acteurs en France à travailler sur ces gros processeurs, même si ça reste des processeurs petits par rapport à d'autres qui peuvent exister sur le marché, mais on est dans des domaines de quelques dizaines de watts à comparer. Et c'est là où peut-être aujourd'hui, il n'y a plus d'acteurs européens comme ST, etc., ce qu'on appelle les capteurs intelligents. Donc, qu'est-ce qu'elle fait cette puce? Déjà, il faut qu'elle communique bien sûr avec le reste du monde. Et donc là, il y a besoin d'interfaces très, très haut débit. Souvent, c'est l'Ethernet ou du PCI. Donc, on a 2 liens de 100 gigas pour ceux que ça intéresse. Et puis, on va avoir un bus interne. En fait, il y a 2 bus internes. Il y en a un qui va être dédié au partage des données et qui va amener les données au processeur. Et ces processeurs, ils sont répartis comment? En fait, ils sont répartis par grappe, hein. Vous retrouvez comme ça le schéma des supercalculateurs. Cette grappe, c'est ce carré bleu. Et cette grappe, en fait, si on fait un zoom sur cette grappe, vous avez ce zoom-là, en fait, c'est comme une grappe d'un superordinateur. Vous avez en fait 16 cœurs, voilà, qui ont en fait une mémoire locale extrêmement rapide, qui leur permet de communiquer entre eux de manière très, très efficace, de faire aussi un système cohérent. Ça, c'est important parce qu'on veut faciliter la programmation. Et cette grappe-là, en fait, elle est connectée au reste du monde
Alors, soit elle a accès à sa mémoire, ça fait que chaque cœur peut en fait tourner son code de manière classique, éventuellement en utilisant une mémoire de cache 2, etc. Et elle va avoir aussi un autre bus dédié qui va lui permettre d'accéder à des données qui vont aller directement dans la mémoire ou de les envoyer à ses consoeurs pour aller très très vite. Et si on fait maintenant un petit zoom, bien sûr, sur le cœur, parce qu'on parle de processeurs qui doivent calculer, d'être très efficaces au niveau du calcul, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une architecture qui est à la fois très classique en fait pour les développeurs. On a des processeurs 64 bits classiques, chaque cœur peut tourner à Linux, il n'y a aucun souci. Par contre, c'est des cœurs qui ont été vraiment faits pour faire du computing et en particulier auxquels on a associé ce qu'on appelle des accélérateurs. Alors, c'est ce qu'on appelle des tightly coupled accélérateurs, c'est des accélérateurs qui sont perçus comme des extensions des instructions du processeur et qui vont être en particulier extrêmement efficaces pour faire toutes les opérations que mentionnait Emmanuel, de pondération, de calcul de poids, etc. Et donc être très performants pour faire en particulier de l'intelligence artificielle, mais pas que. On va pouvoir faire des algorithmes de vision, on va pouvoir faire de la FFT, ou on va pouvoir faire tourner aussi du contrôle, etc. Donc on a vraiment un système qui est homogène, donc facile à programmer, mais qui peut faire de l'hétérogénéité, c'est-à-dire de pouvoir mettre sur le même système toutes ces applications. Voilà, donc c'est un petit peu ce que vous retrouvez dans ce slide de conclusion, mais je crois que j'ai déjà pris beaucoup de temps. Écoutez, j'espère que ça vous a permis d'avoir une petite vision concrète d'aujourd'hui d'une manière de traiter le système intelligent et d'implémenter le système intelligent. Merci beaucoup, Eric. Donc, effectivement, on a un peu de temps parce que Emmanuel a dû avoir pas mal de soucis de connexion parce qu'il a disparu. Donc, du coup, ça fait un peu tomber l'aspect débat entre vous deux, etc. Mais c'est pas grave. On avait une question sur le chat de quelqu'un qui demandait si, dans le cadre d'une voiture autonome, il y avait des systèmes qui étaient prévus pour analyser l'état d'éveil ou d'endormissement des conducteurs pour éviter les collisions frontales, ce genre de choses. Oui, ça existe, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ça, mais c'est même en train d'être déployé. Oui, bien sûr, c'est une application, je dirais, classique. Je ne même pas en mainstream. Et typiquement, dans le monde Calray, ce serait une petite tâche quelque part sur le processeur. Alors, c'est vrai, oui, effectivement. Donc nous, alors ça, c'est plus des opérations cockpit, mais effectivement, c'est une des tâches et c'est un exemple d'une petite tâche qui serait faite dans un coin. Donc, on comprend que cette tâche-là, il ne faudrait pas que si elle ne marche pas bien, que ça vous empêche de comprendre ce qui se passe au niveau de la route. Donc, c'est un très bon exemple. Il y a une autre question qui vient d'arriver qui dit comment comparez-vous une approche Calray par rapport à une approche FPGA? Alors ça, c'est une question intéressante. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît la technologie FPGA, mais la technologie FPGA, c'est une vieille technologie qui existe depuis de nombreuses années, qui permet quelque part de programmer une puce, mais on la programme un petit peu comme si on était un designer de puce. C'est-à-dire, on va pouvoir, pour simplifier, encore une fois, programmer où se trouvent les transistors. Voilà, c'est la manière de faire. Donc, c'est plus programmable, mais pas programmable au sens de programme qui va tourner. C'est plus programmable dans le sens où on va pouvoir mettre les transistors à la main sans devoir passer par une fabrication via une usine. Alors, pourquoi je dis cette question est assez amusante? Parce que la vision originelle des fondateurs de Calray, c'était un petit peu ça, c'est d'extrapoler le FPGA, de dire aujourd'hui, un FPGA, c'est des transistors qu'on peut programmer. Demain, si on extrapole les capacités de la loi de Moore et à quel point on va arriver à intégrer de plus de transistors dans une puce, chaque transistor, en fait, deviendrait un processeur. Voilà. Alors, bien sûr, l'industrie est loin de cette vision. Mais c'est un petit peu ça à Calray, c'est quoi? C'est qu'on a en fait mis des petits îlots programmables et on en met plein. Et ces petits îlots programmables, en fait, ils peuvent faire développer. Donc, du coup, par contre, l'avantage d'une technologie comme Calray par rapport à un FPGA, c'est d'abord que ça se programme comme un processeur classique, alors qu'un des gros soucis des FPGA, c'est que ça nécessite d'avoir une compétence extrêmement particulière. Et si vous comparez le nombre de développeurs dans le monde qui savent développer du C par rapport à des gens qui savent faire du VHDL, il doit y avoir un facteur 100 000. Il y a une notion de réutilisation aussi. Il y a bien sûr plein de logiciels qui existent, etc., que les gens veulent réutiliser. Et puis, il y a aussi une notion de consommation. En fait, souvent, les technologies utilisées, du coup, vont aller moins dans des gravures fines. Alors, de notre côté, bien sûr, une fois que c'est un processeur, le processeur, on va pouvoir le faire avec les dernières technologies. Emmanuel mentionne le FDSOI. Encore une fois, nous, aujourd'hui, on ne travaille pas avec des FDSOI parce que nos puces sont relativement grosses en termes de puissance de calcul. Le FDSOI n'est pas encore pertinent pour ce genre de taille, mais on y vient et donc ce sont des technologies que l'on pourrait appliquer aujourd'hui.
Il y a une autre remarque sur le chat qui est assez intéressante qui dit on a compris le message ici, vous présentez l'EDGIA comme sous l'angle environnemental. En gros, on va sauver la planète parce qu'on consomme moins, on consomme plus près effectivement des objets. Mais les exemples qui ont été présentés effectivement sont inquiétants, je cite, font peur, parce que les applications en voiture autonome ou 5G vont avoir un gros effet rebond. Alors, bon, je ne sais pas trop ce qu'on entend par effet rebond. C'est en termes de consommation, c'est ça le Je pense que ça doit être en consommation, oui. D'accord. Bah, je dirais, enfin, je comprends tout à fait la question. La question est bien sûr Alors, je dirais, je pense que les bitcoins, c'est plus idiot que la voiture autonome. Et ça consomme peut-être plus. Mais bien sûr, il y a une problématique intéressante de consommation. Comme le disait Emmanuel, si vous regardez les évolutions de l'industrie, c'est monstrueux les gains chaque année. Hein. Donc, on parle vraiment de choses où on a la capacité d'améliorer les choses avec des innovations de manière incroyable. Et il le faudra, parce que vous avez raison, toutes ces applications vont utiliser des données et vont utiliser de l'énergie. Mais encore une fois, enfin, je pense, moi, je critique souvent, j'adore la France, c'est mon pays natal, mais je trouve qu'on voit toujours les aspects négatifs et pas les aspects positifs. Je pense qu'il y a plein d'applications qui permettent d'être beaucoup plus efficaces par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Je sais pas, moi, par exemple, je vois l'été, il y a l'arrosage dans la ville, il y a de l'eau partout, il n'y a personne qui a regardé s'il avait plu il y a 2 secondes. Voilà, donc il suffirait d'avoir un petit système qui soit un minimum intelligent et ça vous réduirait certainement la consommation d'eau de moitié. Je ne parle même pas de ce qui est éclairage dans les villes, les feux, etc. Donc, je pense encore une fois, il y a toujours deux manières de voir les choses, la manière pessimiste et la manière positive. Je pense que c'est des technologies fabuleuses. Après, il faut les utiliser pour qu'elles soient pertinentes et amènent de la valeur à notre humanité, c'est tout. Merci. Une question un peu plus technique qui est sur l'utilisation des mémoires non volatiles dans les processeurs Calray. Donc, est-ce que c'est déjà utilisé ou est-ce que vous comptez intégrer des mémoires, des NVRAM dans le processeur? Alors, c'est une technologie intéressante. Après, c'est toujours pareil. Ce qu'il faut voir, c'est dans ces marchés-là, il y a en fait un petit peu des segments. Et les segments sont souvent par rapport à la puissance de calcul dont vous avez besoin, qui va impliquer des tailles de mémoire, par exemple, ou des types de consommation. Donc, c'est des technologies intéressantes, mais aujourd'hui, elles sont plutôt dans des petites tailles pour faire dans les petits capteurs, etc. Donc, je dirais que c'est des technologies qu'on regarde, qu'on n'utilise pas encore, mais qu'on regarde bien sûr de manière très active. À ce propos, peut-être pour ma culture personnelle, donc j'ai compris qu'effectivement dans le processeur Calray, il y a une mémoire interne qui sert au partage de données entre les processeurs, qui me semblait de relativement petite taille pour un processeur qui fait de mémoire 256 cœurs. Je crois que c'est 4 mégas, hein, c'est ça? Alors c'est 4 mégabytes, donc c'est pas si petit que ça, parce qu'après, lorsque ça prend la superficie au niveau du processeur. Donc si vous regardez notre toute dernière génération, en fait, on a fait le choix de mettre un petit peu moins de cœurs que la génération d'avant. Vous avez raison, la génération d'avant, on avait 256 cœurs. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un système où on a moins de cœurs sur la puce, mais on peut mettre les puces côte à côte. Donc comme ça permet aux clients de mettre le nombre de cœurs qu'ils veulent. Et si vous reprenez l'architecture, d'ailleurs je peux la remettre, hein, l'architecture, en fait, vous voyez que ces cœurs, ils sont rassemblés par grappe de 16. En fait, pour la petite histoire, il y en a 17 parce qu'il y a un petit gars qui contrôle. Et donc, vous avez 4 mégabytes, effectivement, par cluster. Donc, vous voyez, ça fait 4 x 5, ça fait 20 mégabytes. C'est quand même assez conséquent pour une puce de mégabyte. C'est pas mal. Okay. C'était moi qui avais mal compris, mais c'est bien de l'avoir clarifié. Je pense que Eric, tu as monté l'intérêt parce que la question qui vient de tomber, c'est est-ce qu'il existe un dev kit avec un Calray dessus? Oui, il existe des dev kits. Alors, par contre, bon, on a souvent cette question. Donc, encore une fois, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous mettez un petit message sur notre site web. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, et on s'en excuse, mais on n'a pas encore une approche. Voilà, si vous êtes une société, on va être intéressé, on va vous supporter. Par contre, on n'a pas encore une approche complètement ouverte où vous pouvez télécharger, commander un dev kit et vous amuser avec. La raison, elle n'est pas que c'est pas notre philosophie. Moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel on va petit à petit le déployer. C'est une raison de support. Voilà, c'est qu'aujourd'hui, on est une petite société. Notre but, c'est vraiment d'avancer avec des gros clients et des gros marchés. Et aujourd'hui, on met notre effort sur ça. Et petit à petit, on est en train de packager, parce que c'est question de documentation, etc. Et on ne voudrait surtout pas qu'il y ait une communauté qui se crée autour de nous et qui soit frustrée. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Mais je ne vous garantis pas, selon votre intérêt, selon ce que vous faites, je ne vous garantis pas qu'on puisse vous fournir un dev kit court terme. Mais c'est dans les plans, en tout cas.
Et juste en 2 mots, effectivement, tu as fait l'analogie FPGA qui était intéressante parce que moi, je viens du pur soft, donc j'ai jamais touché un FPGA de ma vie et Dieu m'en préserve, je dirais, parce que j'ai l'impression que ce truc est quand même assez inextricable. Par contre, du coup, une puce Calray, elle se programme comme je programmerais quasiment n'importe quel processeur, donc un bon vieux C, C++, modulo le parallélisme, hein, bien entendu. Ah oui, Mais c'est vraiment ça l'histoire. C'est complètement ça, c'est-à-dire nos cœurs sont des cœurs classiques, bon, même si c'est nos propres cœurs, hein, c'est KVLW 64 bits, donc chaque cœur tourne en Linux, typiquement, vous pouvez mettre un Linux sur chaque cœur. Alors bien sûr, la plupart des systèmes que l'on bâtit, vous allez avoir un cluster qui va tourner Linux, qui va faire un certain nombre de choses, et puis après les autres clusters qui, eux, vont tourner un operating system basique type POSIX, hein, mais vous le programmez en C++, ça même plus loin, si vous voulez le cluster que vous voyez, en fait, ça peut être vu comme un multicœur qui est cohérent en termes de mémoire. Donc, vous le programmez de manière complètement classique. Avec des outils d'ailleurs classiques que sont les GCC, les compilateurs, et on supporte du C, C++, et on vient d'ailleurs d'annoncer, on a eu la compliance OpenCL. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas OpenCL, c'est un langage justement qui a été construit pour gérer au niveau programmation le parallélisme. Et c'est un langage intéressant parce qu'en fait, aujourd'hui, vous avez NVIDIA qui met sur le leader ses cartes graphiques originalement, hein, qui a imposé un langage propriétaire qui s'appelle CUDA. Et il y a une initiative ouverte qui s'appelle OpenCL, et dont on est un des acteurs. Et donc, c'est vraiment un langage ouvert. Ça permet de ne pas être bloqué par un acteur de l'industrie. Voilà. Donc effectivement, une petite précision par rapport à ma remarque sur le FPGA. Donc j'utilise pas les bons termes aujourd'hui, je crois. Je vais renoncer. Effectivement, il y a une nette amélioration avec certainement plein d'outils. Donc il y a un outil qui est cité qui s'appelle Vitis notamment. Mais effectivement, je viens pas de ce monde-là, donc désolé. Au passage, CUDA, par contre, là j'ai touché un peu il y a quelques années. C'est pareil, c'est pas simple. Donc par contre, je connais pas OpenCL. Oui, dans FPGA, vous avez raison, bien sûr, bien sûr, parce qu'il y a un énorme besoin de programmer de manière plus facile. Après, si vous regardez aujourd'hui des systèmes qui visent ce type de marché, typiquement fournis par des gens comme Xilinx, vous voyez vite que ça devient en fait un amalgame de plein de technologies, du FPGA, des cœurs, des accélérateurs, pour essayer justement de complémentarité tout ça. Et nous, ce qu'on essaie, c'est de produire quelque chose d'un peu plus simple et du coup plus rationnel et facile à programmer. En fait, l'intérêt que je vois dans le processeur, c'est que vous rattachez des développeurs entre guillemets mainstream sur un usage qui est quand même plutôt pointu. Ce qu'a tenté de faire le FPGA à l'époque, mais en restant, le FPGA, c'est pas toutes les écoles d'ingé qui l'enseignent, je pense. Oui, tout à fait. En plus, c'est vraiment notre stratégie. Notre stratégie, nous, c'est de réutiliser ce qu'on appelle des frameworks, les frameworks de l'industrie classique, bien sûr en particulier des frameworks d'intelligence artificielle, hein, et d'arriver à les porter pour qu'il n'y ait pas d'effort après de transition, ou en tout cas le minimiser rapidement. Quelques petites questions toujours techniques. Donc, une question sur la communication entre les différents cœurs ou les différents clusters. Alors, entre les clusters, comme je disais, on a ce qu'on appelle un network on chip. Alors, c'est quoi un network on chip, hein? C'est un bus qui est, on va dire, ce qu'on appelle DMA-based, c'est-à-dire qui est fait pour faire des échanges on va dire de données de manière rapide. Et effectivement, donc ça, c'est une des particularités, une grosse valeur ajoutée de la puce de Calray, c'est qu'on a effectivement un bus DMA extrêmement programmable qui permet d'échanger très très rapidement des informations. En gros, comme vous comprenez avec le schéma, c'est qu'en gros, ça permet à n'importe quel cœur d'envoyer des données à une interface ou d'envoyer des données à un autre cluster sans s'en occuper. Voilà. Et ce qui est intéressant, et c'est en particulier ça, c'est quelque chose d'assez unique, c'est qu'on a vraiment séparé ce bus de communication et d'échange de données, de ce flot de données, avec le bus classique pour avoir son code, voilà. Donc, chaque cluster a ces deux bus, donc chaque cœur a la possibilité d'utiliser ces deux bus, et ça, c'est quelque chose d'assez particulier qui est vraiment qui est un très bon exemple d'implémentation auquel il faut réfléchir lorsqu'on fait un système intelligent. Et une question également, donc plutôt sur le côté soft. Donc, est-ce que l'architecture Calray intègre des réseaux des réseaux neuronaux, standards? Je pense, enfin voilà. Donc, convolution, récurrent, etc., etc. Alors nous, en fait, on n'est pas exactement à ce niveau-là. Nous, en fait, on fournit des opérateurs qui vont être très efficaces pour faire de la convolution, etc.
Et ces opérateurs, en particulier, se trouvent dans ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, qui est l'accélérateur. Chaque cœur a un accélérateur qui permet de faire énormément d'opérations en parallèle. C'est un petit peu, si vous connaissez, comme les TensorFlow que vous retrouvez dans les TPU de Google, ont un petit peu les mêmes types de technologies, par contre, qui sont vraiment au cœur de chaque cœur. Voilà. Ensuite, on peut, mais c'est du logiciel, on peut bien sûr supporter différents types de neurones. Et comment ça marche? En fait, nous, on a un outil qu'on appelle CAN. C'est un outil qui va prendre les sorties des frameworks d'intelligence artificielle classiques, les TensorFlow, les Café, etc., et qui va quelque part cruncher le modèle, les paramètres, et va vous permettre de générer le code associé et de le porter de manière complètement transparente sur notre puce. Donc, ça inclut bien sûr ces différents types de réseaux. Donc, si je reformule avec mes mots, ça veut dire qu'en fait, on met au point le modèle, la fonctionnalité sur des frameworks standards que tous les data scientists savent utiliser. Et après, il y a effectivement un cross-compilateur qui permet de déployer ça sur du Calray. Avec mes mots et très schématiquement. On peut tout à fait le voir comme ça, sachant que nous, par contre, les opérateurs que l'on a intégrés dans la puce sont plutôt orientés sur la référence, puisqu'on est dans le monde embarqué, etc., et beaucoup moins training. Oui, forcément. OK. Est-ce qu'il reste d'autres questions? Je vois plus personne qui tape. Ok, ben, il nous reste plus qu'à te remercier, Eric. On remerciera Emmanuel offline du coup. Oui. Merci beaucoup pour ce panel vraiment très très intéressant. Et puis effectivement, ben, il reste que plus qu'à Calray de faire le tour de tous les gros clients de la planète, puis après de servir les plus petits avec des dev kits pour que ça se diffuse et que ça devienne un processeur général quelque part. Mais on va revenir, parce que c'est quelque chose qui nous passionne de pouvoir justement pousser nos technologies dans les mains de tout le monde. Il y a plein de choses à faire, ça va venir. Merci beaucoup. Vous avez le programme pour les futurs challenges de l'IA. Donc voilà. Je pense qu'à partir de janvier, parce que on rencontre un joli succès sur ces choses-là, donc on va probablement les dédoubler. On passera peut-être sur un format tous les 2 semaines en intégrant. Donc là, on est plutôt focalisé technique sur la première proposition des 10 premières séances, et on va plutôt intégrer des usages marchés. Ou des témoignages de concrètement c'est quoi l'IA, comment j'intègre, à quoi ça me sert, etc. Si vous avez des suggestions de sujets, n'hésitez pas. Donc je pense que mon mail doit être à peu près connu, ou sinon dans les différentes présentations. Et encore une fois, merci beaucoup à Eric, vraiment très très clair, et merci beaucoup pour ton temps. Mais merci à vous surtout, merci pour votre intérêt. Merci. Bonne journée, au revoir.